Hollywood aime vanter ses légendes, mais qu'arrive-t-il aux stars qui sont laissées pour compte par la machine qu'elles ont autrefois illuminée? Imaginez être un nom connu, pour ensuite disparaître, votre voix à peine un murmure, au moment de la dernière interview. Ce sont les derniers mots, les bandes perdues, et les confessions presque oubliées des stars qui ont autrefois régné sur le grand écran. Vous êtes-vous déjà demandé ce que la royauté disparue d'Hollywood disait vraiment quand les caméras s'arrêtèrent de tourner? Eh bien, vous êtes sur le point de le découvrir. Louisa Rainer. Voici une énigme hollywoodienne qui a remporté 2 Oscars consécutifs, puis a disparu de toute l'industrie avant d'avoir 30 ans. C'est Louisa Rainer, la larme viennoise, qui a conquis les années 1930 avec The Great Ziegfeld et The Good Earth, devenant la première à remporter 2 Oscars. Pendant un bref instant, Rainer était l'actrice la plus célébrée d'Amérique. Puis, apparemment du jour au lendemain, elle a disparu, abandonnant le système des studios pour une vie tranquille en Europe. Plus mette que mémoire. Avance rapide de près de 70 ans, Rainer a 104 ans, aussi vive qu'un couteau, et toujours un peu espiègle lorsqu'elle accorde une rare interview sans retenue depuis son appartement londonien. En riant, elle se souvient comment MGM a essayé de me façonner en quelque chose que je n'étais pas, appelant le studio une « machine à saucisse ». Elle rejette rapidement ses propres Oscars comme de la chance, pas du talent, le coup de grâce ultime d'une femme que l'industrie ne pouvait pas enfermer. Elle raconte des appels de Garbeau, des face-à-face avec Mayer et comment Hollywood dévore les siens. Même à un âge avancé, ses yeux brillent de l'humour sournois, qui autrefois laissait Louis B. Mayer tremblant dans ses bottes. Sa franchise est désarmante, voire incisive. La vraie performance, chérie, c'est de survivre à Hollywood. Et lorsqu'elle réfléchit à l'oubli, il n'y a pas d'apitoiement, juste une pointe de fierté. Les derniers mots de Rainer enregistrés? Je n'ai pas disparu, je suis simplement parti. J'ai vécu. C'est le genre de phrase de clôture qui devrait être gravée au-dessus du panneau Hollywood. Gloria Graham. S'il y a une sainte patronne des cœurs brisés du film noir, c'est Gloria Graham, la sirène aux cheveux platine, dont les scandales hors écran ont presque éclipsé ses rôles oscarisés dans des classiques comme The Bad and the Beautiful et In a Lonely Place. Au début des années 1980, Hollywood était passé à autre chose, mais Gloria n'avait pas perdu son mordant ni ses secrets. Dans sa dernière interview, enregistrée à la lumière tamisée d'un studio de télévision à Liverpool, Graham est frêle, mais intensément présente. Le cancer ronge son corps, mais elle détourne toute idée de tragédie avec un demi-sourire et un haussement d'épaule. Elle parle d'être trop compliquée pour les producteurs, de ses mariages célèbres et des rumeurs de tabloïds qui l'ont poursuivie de studio en studio. Hollywood aime que ces femmes soient faciles à expliquer, dit-elle, la voix basse et amusée. Je n'ai jamais joué le jeu. Il y a une vulnérabilité particulière lorsqu'elle raconte la carrière qui a brûlé rapidement et l'a laissée en marge. Elle se souvient des conseils de Bogart, des histoires de patrons de studio qui la voulaient plus laisse, plus silencieuse, moins réelle. Pourtant, il n'y a pas d'amertume, juste une sorte de résignation noire. Tout le monde a un script, même hors caméra. La mienne était toujours un peu trop désordonnée pour eux. L'interview se termine avec Graham regardant la caméra, les yeux défiants. « Si on vous oublie, vous pouvez être qui vous voulez », dit-elle, comme si elle révélait un dernier secret au public. En quelques mois, elle était partie, laissant derrière elle un héritage aussi insaisissable qu'inoubliable que ses derniers mots. Dolores Del Rio. Autrefois, Dolores Del Rio était le visage le plus lumineux d'Hollywood, la beauté mexicaine qui éclipsait même Garbo et Dietrich dans les années 1930. Elle était l'élégance personnifiée, brisant les barrières en tant que première superstar latina du cinéma américain. Mais la célébrité à Hollywood vient avec des contraintes, et celle de Dolores ne tiendrait pas. Dans les années 1940, le racisme et le typecasting des studios l'avaient reléguée aux marges. Les rôles se sont taris, les projecteurs sont passés à autre chose. Des décennies plus tard, dans le crépuscule de sa vie, Del Rio a accepté une dernière interview pour une équipe de documentaire mexicaine. Ce n'est pas un portrait flatteur typique d'Hollywood. Elle est assise dans sa maison de Mexico, à des années-lumière des studios bien entretenus de MGM, entourée de livres, de photos de famille et d'art aztèque. Sa voix est douce, mais il y a de l'acier derrière.
Elle parle ouvertement de son exil, de la façon dont les studios américains ne pouvaient pas imaginer une actrice principale qui n'était pas blonde. Elle détaille le chagrin d'être transformée en stéréotype, une latine fougueuse, et comment ces limitations ont alimenté sa décision de rentrer chez elle et de se réinventer dans le cinéma mexicain. Les souvenirs de Del Rio sont bruts. Le racisme chuchoté, le sentiment d'être exotisé puis rejeté, et sa fierté d'avoir trouvé un véritable art de retour au Mexique, où elle a joué dans certains des plus grands films du pays. À Hollywood, j'étais un visage. Au Mexique, je suis devenue une artiste, déclare-t-elle, une lueur de triomphe dans les yeux. L'intervieweur lui demande ce qu'elle dirait aux jeunes actrices, confrontées au même combat. Sa réponse est purement incendiaire. N'attendez pas la permission. Revendiquez votre histoire. Le monde se souvient de ceux qui osent. En moins d'un an, Del Rio était parti, mais ses derniers mots brillent encore, rappelant que les légendes oubliées brillent parfois le plus au moment de leur départ. Laird Cregar. Laird Cregar est le genre de nom dont les fans du Hollywood classique chuchotent, un brillant acteur de caractère qui a hanté des thrillers comme The Lodger et Hangover Square. Cregar était un géant, à la fois physiquement et par sa présence, mais les patrons de studio ne lui donnaient pas les rôles romantiques qu'il désirait. Désespéré de s'en sortir, il s'est lancé dans un régime draconien et dangereux, choquant le public par sa transformation spectaculaire. La dernière interview radio de Cregar, donnée peu après la fin de son dernier film, est un morceau de chagrin d'amour du vieux Hollywood. Vous pouvez presque entendre la tension dans sa voix alors qu'il aborde les rumeurs entourant sa perte de poids rapide. Il est franc, parfois douloureusement. Ils disent que je poursuis le rêve. Mais peut-être que c'est le rêve qui me poursuit. Il rit, un peu creux. Il parle de la pression pour correspondre au modèle de l'idole de matinée, des murmures dans son dos, et de l'isolement d'être différent dans une ville obsédée par la conformité. Dans un retournement glaçant, Cregar admet qu'il n'a jamais été aussi vivant, ni aussi terrifié. Il est impatient pour la prochaine phase de sa carrière, mais se méfie du prix à payer. Hollywood adore une bonne transformation, plaisante-t-il, tant que vous y survivez. En quelques semaines, Cregar serait mort à seulement 31 ans, victime d'une crise cardiaque provoquée par ces mesures drastiques. Son dernier entretien est une capsule temporelle troublante, un aperçu d'un acteur au bord du gouffre, luttant contre un système qui exigeait tout et ne rendait rien. Alors que l'émission se termine, les mots de Cregar résonnent. Peut-être que la véritable performance est d'apprendre à survivre à soi-même. Dans le style classique d'Hollywood, le rideau est tombé trop tôt. Gene Tierney. À son apogée, Gene Tierney était le visage de Holly. Perfection hollywoodienne. De Laura à Leave Her to Heaven, elle incarnait des beautés éthérées avec un côté tranchant. Son image semblait intouchable. Mais derrière ses yeux cristallins se cachait une femme livrant des batailles invisibles, maladie mentale, chagrin d'amour et la pression de maintenir une façade impeccable. À la fin des années 1980, bien après que les feux de la rampe se soient éteints, Tierney est apparue pour une dernière interview à la télévision. Un entretien rare où elle a parlé librement de l'impact qu'Hollywood a eu sur son âme. Tierney est élégante. Sa voix est stable mais sans défense. Elle parle de ses dépressions et de son séjour dans des hôpitaux psychiatriques, de la stigmatisation qu'elle a subie et de la façon dont l'industrie transforme la vulnérabilité en arme. Elle raconte comment les chroniqueurs de potins l'ont attaquée lorsqu'elle a faibli, comment ses co-stars ont gardé leur distance et comment elle s'est retrouvée isolée au sommet de sa gloire. Ce qui rend cette interview extraordinaire, c'est le refus de Tierney de présenter son histoire comme une tragédie ou un triomphe. Elle est ironique, parfois sarcastique. Hollywood m'a donné des diamants et des dépressions nerveuses à parts égales, dit-elle. Elle réfléchit à son parcours vers la guérison, sa décision de s'éloigner et son soulagement de vivre une vie en dehors des projecteurs. Lorsqu'on lui demande si elle regrette sa carrière, Tierney est honnête. « Je regrette de ne pas m'être protégée plus tôt, mais le regret est une perte de temps. J'ai survécu, c'est suffisant. » Ces derniers mots sont à la fois un avertissement et une bénédiction pour quiconque poursuit le rêve hollywoodien. Faites attention à ce que vous souhaitez, et encore plus, attention à ce que vous échangez pour l'obtenir. C'est le genre de sagesse qui ne s'efface pas, même si le monde oublie qui l'a dit en premier.
Gail Russell est né. L'histoire de Gail Russell est l'un de ces contes hollywoodiens qui commence par un rêve et se termine par un gros titre que l'on aimerait pouvoir réécrire. Avec ses yeux envoûtants et sa présence fragile, Russell a enchanté le public dans The Uninvited et a joué aux côtés de John Wayne dans Angel and the Bad Man. Pourtant, sous la surface, elle se noyait dans l'anxiété, si sévère qu'elle s'est tournée vers l'alcool juste pour passer une journée sur le plateau. Les studios ne se souciaient pas, ils voulaient juste une autre ingénue. La presse l'appelait « tragique ». Une étiquette qu'elle portait comme une cicatrice. Dans sa dernière interview avec le Los Angeles Examiner, Russell n'avait que 36 ans, mais semblait à la fois plus âgée et étrangement jeune. Une femme au bord du gouffre, mais pas complètement sans combat. Elle a parlé ouvertement de ses luttes contre la dépendance, écartant les ragots et se concentrant sur son désir de retravailler. « C'est drôle », dit-elle. « Hollywood se souvient de vous tant que vous êtes un problème ou de l'argent. Je préfère être rappelé pour quelque chose de réel. » Son espoir était palpable. Elle voulait un retour, un nouveau départ. Elle a même partagé ses projets d'audition pour de nouveaux rôles, avouant qu'elle avait recommencé à peindre. Son autre talent secret, la chose qui la maintenait quand le monde semblait trop dur. Le contexte de cette interview est déchirant. Russell essayait désespérément de briser le cycle de l'autodestruction et de convaincre Hollywood qu'elle était plus qu'un avertissement. Mais la ville qui l'avait faite ne lui a jamais vraiment pardonné de s'être effondrée en public. Moins d'1 an plus tard, Russell est morte d'une insuffisance hépatique dans son petit appartement à Hollywood, entourée de toiles que personne ne verrait avant sa mort. Ses derniers mots enregistrés résonnent avec une douloureuse honnêteté. Tout le monde mérite une seconde chance, même si personne ne regarde. C'est l'hymne d'une star qui savait ce que cela signifiait d'être à la fois adorée et totalement seule. Marie Prevost. Marie Prevost était autrefois la coqueluche des années 20 rugissante, une star de la comédie de l'ère du cinéma muet, dont le charme de garçonne et la coupe et Ansible Star Wars. Le sens du timing comique a fait d'elle l'un des noms les plus rentables chez Universal et Warner Brothers. Mais avec l'arrivée du cinéma parlant, la carrière de Prevost ne s'est pas seulement arrêtée, elle a plongé, et sa vie personnelle a suivi le même chemin. Dans les années 1930, elle était la cible des tabloïds, avec des gros titres cruels sur son poids, et des rumeurs circulant sur ses luttes contre l'alcool et la solitude. Sa dernière interview imprimée, cachée dans une section arrière d'un journal professionnel de 1936, est aussi brute et révélatrice que tout ce que vous trouverez des débuts d'Hollywood. Prevost ne se dérobe pas à ses difficultés. Elle admet « Les films m'ont oublié, mais je n'ai jamais oublié comment faire rire les gens. C'était toujours la partie que j'aimais. » Elle parle ouvertement de la façon dont Hollywood vous récompense pour la jeunesse et la beauté, puis vous punit pour ne pas les conserver. Au lieu de l'amertume, il y a une résilience ironique dans ces mots. Elle fait une blague autodérisoire sur le fait d'être la première has-been avant que ce ne soit à la mode, mais défend aussi son droit à la dignité et à la survie. Prevost réfléchit à sa chute sans blâmer, disant « J'ai fait des erreurs ». Alors a fait la ville. Peut-être que j'aurais dû me battre plus fort, ou peut-être que le combat n'a jamais été équitable. Elle avoue ses luttes avec l'alcool, mais insiste sur le fait qu'elle n'a jamais perdu son sens de l'humour. Tragiquement, cette interview serait sa dernière. Prevost est morte dans la pauvreté, et presque dans l'anonymat. Son décès n'a été que brièvement mentionné dans le journal qu'elle avait autrefois honoré de sa présence. Pourtant, dans ses derniers mots, il y a une défiance poignante. Si le rire est tout ce que je laisse, que cela suffise. Pour une femme rejetée par la ville qui l'a faite, c'est l'adieu parfait, à la fois doux amer. Donald O'Connor. Pendant un certain temps, Donald O'Connor ne pouvait rien faire de mal. Il était le dynamo derrière les moments les plus hilarants de Singin' in the Rain, le gars qui pouvait faire rire Gene Kelly sur commande et danser sur les murs, littéralement. Mais la carrière d'O'Connor, comme tant d'autres à l'époque de MGM, était construite sur un système de studio qui éliminait ses talents avec une efficacité impitoyable. Dans les années 1960, les grandes comédies musicales avaient disparu, tout comme la popularité d'O'Connor. Sa dernière grande interview, enregistrée pour Turner Classic Movies, est une leçon magistrale de nostalgie douce amère. O'Connor est joyeux, rapide avec une réplique, mais il y a une ombre au coin de son sourire. Il se remémore le rythme implacable de la machine des studios. On n'avait pas le droit d'être fatigué, et si on l'était, il valait mieux faire semblant. Il est fier de ses réalisations,
mais franc sur la façon dont l'industrie a écarté ses stars. Les chanteurs et danseurs, nous étions comme le vaudeville. Une fois le rideau tombé, personne ne se retournait. O'Connor rit de ses brèves tentatives à la télévision et de ses apparitions en tant qu'invité, mais il est clair que la camaraderie et le chaos créatif du vieux Hollywood lui manquaient. Lorsque l'intervieweur lui demande s'il regrette quelque chose, O'Connor hausse les épaules. J'aurais aimé économiser plus, rire plus et danser plus pour moi-même, pas seulement pour les caméras. À la fin de l'interview, O'Connor offre une dernière phrase discrètement défiante. On peut enlever les projecteurs, mais on ne peut pas enlever la danse d'un homme. Son héritage n'est peut-être pas aussi éclatant que d'autres, mais lors de sa dernière interview, il est toujours prêt à se lancer dans un numéro, au cas où quelqu'un se souviendrait de regarder. Anna May Wong. Le nom d'Anna May Wong figure rarement en tête des livres d'histoire d'Hollywood, mais il devrait. Elle fut la première star de cinéma sino-américaine, une femme qui a brisé les barrières dans une industrie conçue pour l'exclure. Dans les années 1920 et 1930, la beauté et le charisme de Wong lui ont permis de jouer dans des classiques comme Shanghai Express et Piccadilly. Pourtant, la ville même qui célébrait son talent la tenait toujours à distance, la forçant dans des stéréotypes exotiques ou des rôles secondaires refusés aux actrices blanches grimées en jaune. Peu importe combien elle travaillait dur, la véritable célébrité restait hors de portée. Lors de sa dernière interview, enregistrée par la BBC à la fin des années 1950, Wong est assise dans un studio londonien, élégante et sans réserve. Elle ne se donne pas la peine de cacher sa frustration envers l'industrie, qu'il est à la fois faite et limitée. Hollywood avait une place pour moi, dit-elle, mais jamais la place que je voulais. Elle parle avec un calme franc du racisme qu'elle a enduré, du chagrin d'être écartée des rôles principaux et de sa fierté douce amère d'avoir ouvert des portes, même si elle a rarement pu les franchir elle-même. La voix de Wong est réfléchie, mais pas vaincue. Elle parle de son retour sur scène en Angleterre, de son plaidoyer pour les acteurs américano-asiatiques, et de sa conviction que le changement, aussi lent soit-il, doit arriver. Lorsqu'on lui a demandé quel conseil elle donnerait à la prochaine génération, sa réponse est à la fois sage et lasse. Soyez audacieux, ne les laissez pas écrire votre histoire à votre place. Quelques mois après cette interview, Wong est décédée subitement, laissant derrière elle un héritage que Hollywood n'a commencé à apprécier que récemment. Ses derniers mots enregistrés sont un subtil reproche et une bénédiction pour tous les outsiders. Il y a plus d'une façon de briller dans l'obscurité, dans un milieu qui a tant essayé de l'enfermer. Les derniers mots d'Anna May Wong portaient sur la libération. George Reeves. Pour une génération d'enfants d'après-guerre, George Reeves était Superman. Il portait la cape, il sauvait la situation, et il faisait croire à des millions de personnes qu'un homme pouvait voler. Mais hors écran, Reeves était un héros très différent, accablé par le typecasting, la frustration et une série de déceptions personnelles. À la fin des années 1950, Reeves était coincé. Sa carrière était au point mort, sa relation scrutée, son propre sens de l'identité embrouillé dans des collants rouges et bleus. La dernière grande interview publique de Reeves n'était pas à la télévision, mais sur les ondes d'une petite station de radio californienne. Assis seul avec le DJ, Reeves a parlé franchement de sa relation compliquée avec le personnage de Superman. « Les gens ne veulent pas de George, ils veulent le costume », plaisanta-t-il. Mais le rire semblait faible. Il s'est ouvert sur la douleur d'être écarté pour d'autres rôles, l'isolement que la célébrité lui avait apporté, et la pression constante de devoir être à la hauteur d'un personnage qu'il avait cessé de jouer des années auparavant. La conversation est devenue de manière inattendue poignante lorsque Reeves a été interrogé sur le conseil qu'il donnerait à son jeune moi. Il a hésité, puis a dit « Ne les laisse pas te dire qui tu es, et ne te laisse pas non plus piéger à le croire. » C'était un moment de rare lucidité, qui révélait l'homme derrière le mythe. En quelques mois, Reeves a été retrouvé mort chez lui, dans des circonstances qui suscitent encore le débat. Sa dernière interview reste un cri silencieux pour une reconnaissance au-delà du masque. Tout le monde aime un héros, mais personne ne veut savoir ce qui se passe quand l'histoire se termine. Même dans ses derniers mots, George Reeves cherchait quelque chose de plus qu'un simple saut par-dessus de hauts immeubles d'un seul bond. Il voulait être vu. Peg Entwistle. Le nom de Peg Entwistle est à jamais lié au symbole le plus sombre d'Hollywood, le jour où elle a sauté du H de l'enseigne emblématique en 1932.
Mais avant de devenir une mise en garde, Entwistle était une aspirante de Broadway avec des étoiles dans les yeux. Le déménagement à Hollywood devait être sa grande chance. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée à se battre pour des miettes dans une ville qui valorisait son apparence, mais ne lui a jamais donné une vraie chance. Sa dernière interview, perdue pendant des décennies dans les archives de la radio locale, était avec un DJ de Los Angeles qu'il a rencontré après une répétition de théâtre. Peg est honnête, voire brute. Elle parle de ses difficultés à se faire remarquer, de sa déception face aux promesses non tenues d'Hollywood et de ses rêves de retourner sur scène. Le cinéma, c'est magique, mais la vraie magie, c'est de vivre, dit-elle avec un léger rire. Je veux être rappelée pour quelque chose que j'ai choisi, pas pour quelque chose que j'ai perdu. La partie la plus frappante de l'interview est son optimisme. Malgré ses revers, Entwistle parle de sa prochaine audition et de ses projets pour l'avenir. Il faut continuer à croire, insiste-t-elle, même quand la ville cesse de croire en vous. C'est le genre d'optimisme qui fait mal avec le recul. Tragiquement, quelques semaines après cette diffusion, le corps d'Entwistle a été retrouvé sous le panneau. Son héritage est devenu une histoire de fantôme, mais ses derniers mots n'étaient en rien spectral. « Je suis toujours là, n'est-ce pas ?» Malgré tout le mythe et la mélancolie, la dernière interview de Peg Entwistle rappelle que même les étoiles oubliées ont autrefois brillé d'une lumière vraiment obstinée. Ramon Novarro. Ramon Novarro était le latin lover du Hollywood, du cinéma muet et des débuts du cinéma parlant, un idole de matinée dont le regard sombre et le charme discret rendaient le public fou. Dans les années 1920, Novarro était la réponse de MGM à Valentino, jouant dans des épopées comme Ben-Hur et Mata Hari. Mais alors que les projecteurs de l'industrie se déplaçaient et que les murmures sur sa vie privée devenaient plus forts, Novarro se retrouva progressivement relégué à la périphérie, une autre relique d'une époque plus romantique et réprimée. Dans sa dernière interview imprimée, accordée à un journaliste mexicain à la fin des années 1960, Novarro est franc, gracieux et douloureusement conscient de lui-même. La conversation a lieu dans sa modeste maison de Los Angeles, loin de l'éclat doré de l'âge d'or d'Hollywood. Novarro parle ouvertement de la façon dont la célébrité peut s'estomper, de la douleur d'être oublié par Hollywood et de l'épée à double tranchant qu'est la vie sous les projecteurs. Il admet qu'en vieillissant, les invitations ont cessé, le téléphone est devenu silencieux, et les personnes qui autrefois le sollicitaient pour des premières sont devenues des étrangers. Mais ce qui ressort le plus, c'est la franchise de Novarro sur l'amour perdu et le désir. Il se souvient, avec nostalgie, des relations qu'il devait garder secrètes et de la solitude qui hantait même ses jours les plus brillants. On peut être adoré par des millions, dit-il, et se sentir invisible dans sa propre vie. Le journaliste demande s'il a des regrets, et Novarro sourit tristement. Seulement de ne pas avoir vécu plus fort, d'avoir laissé la peur voler une partie de ma joie. Les derniers mots de Novarro imprimés résonnent. Le monde oublie vite, mais nous nous souvenons de nous-mêmes. À la fin, c'est l'amour qui reste. Quelques mois plus tard, la vie de Novarro s'est terminée violemment. Son dernier acte écrit par la solitude même qu'il avait confessé. Pourtant, dans sa dernière interview, il est lucide, une étoile déchue, qui savait que sa véritable histoire était plus grande que les gros titres. Linda Darnell. L'histoire de Linda Darnell ressemble à une parabole classique d'Hollywood. Beauté incroyable, ascension fulgurante, et une chute hors des projecteurs si abrupte qu'elle frôle le mat. Darnell était la réponse de Fox à Lana Turner et Gene Tierney, une présence sensuelle dans des films comme Forever Amber et A Letter to Three Wives. Mais malgré toute sa chaleur à l'écran, la vie personnelle de Darnell était assaillie par des mariages ratés, des problèmes financiers et le typecasting implacable dont Hollywood est spécialiste. Sa dernière interview télévisée, enregistrée dans un petit théâtre lors de sa tentative de retour au début des années 1960, est à la fois inspirant et discrètement dévastateur. Darnell est assise en coulisses, enveloppée dans un châle, maquillage effacé, son visage plus doux, mais ses yeux brûlant encore d'ambition. Elle parle avec humilité d'avoir été rejetée par Hollywood, de l'agonie de recommencer et du réconfort qu'elle trouve dans la performance en direct. La scène ne se soucie pas de l'âge ou des gros titres, dit-elle. Si vous avez la vérité en vous, le public la trouvera. Elle parle de lutter contre l'insécurité et de la façon dont le glamour de sa jeunesse l'a laissé mal préparée à la vie réelle.
Pourtant, elle est déterminée à se définir en dehors de l'ombre des studios. Peut-être que je ne suis plus une star de cinéma, mais je suis toujours une actrice. C'est tout ce que j'ai toujours voulu être. Lorsque l'intervieweur lui demande si elle pense qu'Hollywood l'accueillera un jour à nouveau, Darnell secoue la tête. Je n'ai pas besoin de leur accueil, j'ai juste besoin de travailler. Quelques jours après la diffusion de l'interview, Darnell est tragiquement décédée dans un incendie alors qu'elle séjournait chez une amie. Ses derniers mots à la caméra: on peut tout perdre à Hollywood, sauf la partie de soi qui veut encore briller. Un adieu approprié pour une femme qui n'a jamais cessé de chercher la lumière, même lorsqu'elle s'estompe. Alan Ladd. Le nom d'Alan Ladd ne résonne peut-être pas aujourd'hui comme dans les années 1940, mais pendant un certain temps, il était le héros ultime du cinéma américain. Avec son attitude calme et son intensité silencieuse, Ladd était inoubliable dans des classiques comme Shane et Tueur à gages. Hors écran, il était connu pour être réservé, presque douloureusement timide dans une industrie qui dévorait les timides. La dernière interview de Ladd dans un magazine, publiée quelques mois avant sa mort prématurée, est une étude de la mélancolie et de la grâce. Il réfléchit à sa carrière avec une honnêteté douce, admettant qu'il ne s'est jamais vraiment senti à l'aise avec la célébrité. Les gens voient un cow-boy, un tueur, un héros. Ils ne voient pas l'homme qui devient nerveux lors des soirées et à qui ses enfants manquent. Ils parlent de la solitude dans le monde du cinéma, de la façon dont la célébrité peut vous isoler et de la pression pour rester jeune, rester dur, rester nécessaire, un tapis roulant impossible à fuir. Ce qui est le plus révélateur, c'est la confession de Ladd sur son sentiment d'être obsolète alors que les goûts d'Hollywood changeaient. Il avait regardé la ville qu'il avait aidé à construire simplement avancer, offrant moins de rôle et moins de respect pour l'archétype stoïque qu'il incarnait. Ce n'est pas de l'amertume, dit-il. C'est juste comme ça que l'histoire se déroule. Lorsqu'on lui demande s'il a des conseils pour les acteurs en herbe, la réponse de Ladd est à la fois tendre et prudente. Ne laissez pas la caméra vous aimer plus que vous ne vous aimez vous-même. Il clôt l'interview avec une phrase mélancolique qui pourrait être inscrite sur chaque portail de studio. Chaque film se termine, et chaque époque aussi. Mais les souvenirs, si vous avez de la chance, restent. En quelques semaines, Alan Ladd était parti, mais sa dignité discrète perdure, rappelant que même les légendes les plus discrètes méritent leur dernier mot. Frances Farmer. Frances Farmer était autrefois présentée comme la prochaine Garbo, un talent lumineux avec un esprit acéré et aucune patience pour les jeux d'Hollywood. Elle était la star de Come and Get It et Rhythm on the Range, mais son refus de se plier aux exigences des patrons de studio l'a rendue paria. Pire encore, ses luttes contre la maladie mentale sont devenues des gros titres pour un public avide de potins. Forcée dans des institutions psychiatriques, Farmer a été réduite au silence par une industrie et une société qui ne pouvaient tolérer sa défiance ou sa souffrance. Sa dernière interview, enregistrée pour une émission de radio à Seattle peu avant sa mort, est la rare, le plus cher des documents hollywoodiens. Brut, non scénarisé et presque douloureusement honnête. Farmer semble fatiguée, mais jamais vaincue. Elle parle franchement du traumatisme d'être institutionnalisée, de la cruauté des électrochocs et de la solitude de voir ses rêves se dissoudre. Pourtant, elle est impitoyable envers elle-même, refusant de laisser l'amertume empoisonner ses derniers mots. « J'ai fait des erreurs, admet-elle, mais je les ai faites à voix haute. Je n'ai jamais voulu être la victime de qui que ce soit ou l'exemple de qui que ce soit, juste moi-même. » Farmer s'insurge contre l'industrie qui l'a qualifiée de difficile et les médias qui ont traité sa dépression comme un spectacle. Pourtant, il y a une étincelle de fierté quand elle parle de trouver la paix en dehors du show business, enseignant, écrivant, vivant tranquillement dans ses dernières années. Lorsque l'intervieweur lui demande si elle a des regrets, la réponse de Farmer est simple et poignante, seulement de ne pas avoir crié plus fort quand c'était important. Ces derniers mots restent en suspens, à la fois avertissement et bénédiction. La dernière interview de Frances Farmer est un témoignage de survie, du genre qui ne fait pas toujours les films, mais qui en est d'autant plus héroïque. Hollywood n'oublie jamais de célébrer ses légendes, mais ce sont les voix oubliées qui résonnent le plus longtemps dans les coulisses vides. Ces rares dernières interviews nous rappellent que chaque étoile, aussi brillante soit-elle, finit par s'éteindre. Alors, que pensez-vous de ces confessions finales?
tragédie, triomphe ou quelque chose de plus étrange? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous et partagez votre « et si » préféré d'Hollywood. Qui pensez-vous que l'histoire aurait dû retenir? La bobine se termine, mais la conversation ne fait que commencer.